Oui, bah là, effectivement, donc ta question elle est très pertinente. Pour savoir c'est quoi l'intérêt de passer par une grande école. Du coup, pour moi, le principal intérêt, donc c'est vraiment de faciliter après de trouver un poste sur le marché du travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi c'est assez simple avec les grandes écoles? Parce qu'en fait, les étudiants et même les anciens étudiants, ils sont très soudés entre eux. Donc, ils forment un peu ce qu'on appelle un esprit de corps. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, euh, lorsqu'une personne est diplômée d'une grande école, donc si elle trouve un travail, donc souvent, elle aura tendance après à recruter des étudiants qui sont issus de la même école. Et donc ça, c'est un truc qu'on retrouve malheureusement beaucoup en France. Les étudiants d'une même école donc, se soutiennent énormément lorsque les nouveaux recherchent un emploi. Et donc, du coup, pour donner des chiffres, par exemple, dès qu'on regarde sur 10 diplômés des grandes écoles, il y en a 9 qui vont trouver un travail en moins de 6 mois. Donc, tu vois, c'est assez frappant. Et aussi ces diplômes-là, donc comme je disais tout à l'heure, comme il y a un lien qui est très fort entre les écoles, ces grandes écoles-là et les entreprises, donc les entreprises, en fait, ils recrutent, ils sont très intéressés par ces profils parce que ce sont des gens que souvent qui ont passé des concours, donc c'est-à-dire qu'ils ont quand même une grande capacité de travail et donc les entreprises, ils aiment bien ce genre de profil-là. Et donc, pour te donner par exemple un autre exemple qui est assez frappant, donc c'est notamment donc on regarde dans les écoles, les grandes écoles notamment d'informatique et de numérique, ce qui se passe, c'est qu'on a même des étudiants qui sont recrutés avant même d'avoir obtenu leur diplôme. Et en plus de ça, il y a aussi le salaire qui est aussi très intéressant donc on est issu d'une grande école. Voilà, donc tout ça, ça fait partie des avantages d'être passé par une grande école. Et, euh, et puis aussi, donc, il faut aussi savoir un peu le contexte français, donc, qui est assez particulier, parce que dès qu'on regarde bien, si on regarde des postes qui sont très visibles en France, notamment les présidents de la République, les ministres, les patrons des grandes entreprises, et donc ils sont quasiment tous passés par une grande école. Donc souvent, ce sont les meilleures grandes écoles de France quand même, donc type l'école polytechnique, l'ENA, HEC par exemple. Voilà, mais donc, du coup, on voit que voilà, donc, en France, tous les grands dirigeants, ceux qui occupent des postes d'influence, donc sont tous issus de ces grandes écoles-là. Donc, ce qui veut dire que voilà, il y a quand même un système en France qui fait que on laisse la priorité aux étudiants des grandes écoles plutôt qu'aux étudiants issus des autres formations, quoi. Alors que dès qu'on regarde les pays étrangers, donc souvent ce sont les universités qui forment les élites. Et donc, par exemple, si je prends l'exemple des États-Unis, on a Harvard. Donc, Harvard permet de former les élites américaines. C'est une université. Alors qu'en France, c'est plutôt les grandes écoles qui, entre guillemets, se sont donné le rôle de former donc les élites françaises, quoi. Voilà, donc après, il faut être franc, donc les grandes écoles, elles n'ont pas toutes le même niveau non plus, quoi. Donc, c'est-à-dire que parmi ces grandes écoles-là, donc on a des très très grandes écoles, donc type polytechnique, comme je disais, et puis d'autres grandes écoles qui sont un peu moins grandes, voilà, mais qui quand même permettent à leurs étudiants voilà, d'obtenir un travail assez facilement par la suite sur le marché du travail. Donc, voilà, donc pour moi, voilà, c'est ça vraiment le principal avantage d'être passé par une grande école en France, quoi. Et après, il faut aussi avoir en tête autre chose, c'est qu'en France, il y a quand même, on donne beaucoup d'importance aux diplômes qu'on a, quoi. Et ça, c'est pas forcément vrai dans les autres pays. Donc typiquement, bon, je prends encore l'exemple de Harvard, par exemple, aux États-Unis. Quelqu'un qui est issu de Harvard, donc au début, donc il pourra dire que je suis quelqu'un qui a étudié à Harvard, donc ça va, ou il peut être recruté. Mais au bout de 3 4 5 ans, on va plus regarder son diplôme. Alors qu'en France, même 20 ans après, il suffit de dire que je suis issu de telle école et puis c'est bon. On ne va pas forcément regarder toute ta carrière professionnelle. On va te juger en fonction de l'école que tu as fait il y a même si l'école tu l'as fait il y a 15 20 ans, on va quand même te juger sur ça, quoi. Plutôt que sur ta carrière professionnelle, ce qui est peut-être un peu dommage aussi sur certains points, mais c'est un peu la réalité française, quoi. Voilà, donc en gros, voilà, pour moi, c'est ça les avantages d'être passé par une grande école, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Traoré Haruna. On dit une intervention tringa par rapport aux avantages Nibega, donc dans beaucoup de grandes écoles. Maintenant, question si Kandibé ngari nan trindé Kenya, quelles sont les différentes voies pour intégrer une grande école? C'est-à-dire Kilubé, donc vraiment, c'est un cas baktia, pour on a quatre grandes écoles. Donc, les différentes voies pour intégrer une grande école. Oui, bah là, bon, merci beaucoup pour ta question. Donc, concernant les différentes voies pour intégrer une grande école, donc en gros, il y en a principalement trois.
Donc tout d'abord, on peut intégrer une grande école après avoir fait 2 ou 3 ans dans ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles. On peut aussi intégrer une grande école directement après le bac. Et aussi, on peut intégrer une grande école par ce qu'on appelle les admissions parallèles. Donc concernant les classes préparatoires, dont j'en ai parlé un peu dans mon introduction, donc en gros, ce sont des classes préparatoires, en fait, ce sont des formations qui durent 2 ans, voire 3 ans, et qui permettent de former les élèves au concours de ces grandes écoles-là. Donc, il y a plusieurs types de classes préparatoires, donc en fonction de la filière qu'on veut. Donc, il y a des classes préparatoires littéraires, il y a des classes préparatoires scientifiques, il y a des classes préparatoires économiques et commerciales. Donc, il faut déjà avoir une idée de quel type de grande école on veut viser. Et ensuite, on postule aux classes préparatoires juste après le bac. Donc, eux, ils se basent sur les dossiers scolaires, notamment les notes du lycée, les appréciations du professeur, pour voir si jamais l'élève a les capacités ou pas de suivre la formation déjà, parce qu'elle est quand même assez intense. Et pour être franc, donc pendant les 2 ans, on fait que ça, quoi. On fait même week-end ou bien même pendant les vacances, on se donne à fond. Ça demande quand même beaucoup de travail. Et donc c'est pas un sprint, quoi. Donc c'est-à-dire c'est plutôt je dirais, c'est plus un marathon, c'est-à-dire qu'il faut travailler beaucoup et de manière régulière, quoi. On ne peut pas se permettre voilà, de chômer pendant 2 mois ou bien de dire que bon, là, je me repose un peu pendant 2 mois, je rattraperai après. C'est quasiment impossible parce que moi, j'ai le souvenir qu'on avait quasiment un nouveau cours, un nouveau chapitre par semaine en mathématiques, pareil en physique. Donc, du coup, si jamais on cumule du retard, c'est quasiment impossible de rattraper le retard après, quoi. Voilà, donc ça, c'est la première voie pour intégrer une grande école, donc c'est la principale voie. Ensuite, comme je disais, il y a des écoles qui recrutent directement après le bac. Donc là, je pense que c'est plus les écoles d'ingénieurs qui proposent ça. Donc ça, c'est pas proposé partout par contre. Donc ce sont quelques écoles, quelques grandes écoles qui proposent de recruter des élèves, excuse-moi, directement après le bac. Bon, pour être franc, ces écoles-là, donc ce sont pas les plus grandes écoles quand même. Donc les top grandes écoles, elles proposent pas ce type de recrutement-là, quoi. Voilà, donc du coup, voilà, donc du coup, ça existe quand même. Donc ça, c'est destiné plutôt à des élèves qui veulent pas forcément faire 2 ans de classe préparatoire, donc qui veulent intégrer directement une grande école sans passer par les classes préparatoires. Mais quand même, ces écoles-là, donc elles font quand même un petit concours de sélection pour voir si les élèves, ils ont le niveau ou pas de suivre la formation dans l'école d'ingénieur, quoi. Donc là, le problème de faire ça, c'est que d'un côté, c'est bien parce qu'on est déjà dans une grande école, mais le problème, c'est que il faut être sûr de l'école qu'on choisit, quoi. Parce qu'après, c'est dur de faire marche arrière après, quoi. Voilà, et donc du coup, la troisième possibilité pour intégrer une grande école, donc c'est ce que j'appelle les admissions parallèles. Donc ça, c'est destiné aux étudiants qui sont, par exemple, issus de l'université, donc après notamment une licence 2 ou des fois une licence 3 ou bien même surtout et aussi les étudiants étrangers. Donc ils ont des concours qui leur sont ouverts, donc même des Sénégalais au Sénégal et tout. Donc il y a des concours qui leur sont ouverts et qui permettent de passer, d'intégrer les grandes écoles. Donc ce sont des concours qui leur sont vraiment spécifiques à eux et donc du coup les grandes écoles elles recrutent aussi à ce niveau-là, quoi. Voilà, donc du coup, in fine, donc il y a quand même 3 voies pour intégrer les grandes écoles. Et après, une fois que les élèves sont admis dans les grandes écoles, donc toutes ces promotions-là, donc après, elles sont toutes mélangées, quoi. Donc, ce qui peut se passer, c'est juste au début, ce qui peut arriver. Donc, au début, on peut demander notamment aux élèves qui sont issus des universités, notamment de faire une période intensif pour rattraper un peu le retard qu'ils peuvent avoir par rapport aux élèves issus des classes préparatoires. Mais au final, donc, la formation elle sera la même pour tous et on aura tous le même diplôme à l'issue de la formation dans les grandes écoles, quoi. Voilà, donc ça, ce sont les 3 voies d'accès que je connais pour accéder à une grande école. Merci beaucoup, Monsieur Traoré Aruna. Donc, alors, il y a 3 voies pour intégrer les grandes écoles. Alors, maintenant, est-ce que, du coup, on peut dire que les grandes écoles sont ouvertes à tous? Ou bien, c'est pour certains? Alors, les grandes écoles, est-ce elles sont vraiment ouvertes à tous? Ou bien il y a, voilà quoi, il y a des, il y a des limites quoi, voilà. Oui, voilà. Voilà, donc concernant ta question pour savoir si jamais ces grandes écoles elles sont elles sont vraiment ouvertes à tous. Bon, pour moi, donc je pense que elles sont quand même ouvertes à tous, malgré le fait qu'elles soient sélectives. Pourquoi je dis ça? Parce que ces grandes écoles-là, donc comme on peut le voir, donc elles recrutent sur la base d'un concours. Et les concours,
Pour moi, dès lors que les étudiants sont motivés et qu'ils ont le goût de l'effort et qu'ils sont prêts à fournir un travail assez régulier, il n'y a pas de raison qu'ils aient moins de chances que d'autres de réussir les concours de ces grandes écoles-là. Sachant que lorsqu'on corrige les copies, donc les copies sont corrigées de façon anonyme, donc les correcteurs ne connaissent pas l'identité des étudiants. Il y a juste à l'oral où on rencontre le candidat. Mais voilà, donc quand même, voilà, donc les concours, voilà, donc comment dirais, les membres du jury sont quand même assez justes dans la notation lors des concours pour intégrer les grandes écoles. Ensuite, on peut se poser la question peut-être du coût de ces grandes écoles-là. Donc celles qui sont publiques, donc le coût d'études, il est pas très élevé. C'est un peu comme le coût pour entrer dans une université. Après, c'est vrai qu'il y a des grandes écoles privées qui ont des scolarités, des frais de scolarité très élevés. Même là, si je me même là, je sais qu'il existe quand même des dispositifs qui permettent d'aider les étudiants, tous les étudiants à les intégrer. Donc notamment, on peut leur permettre d'être exonérés des droits de scolarité, ou bien on peut attribuer à certains étudiants des bourses, donc qui leur permettent de pouvoir financer leurs frais de scolarité. Voilà, donc après, parmi ces grandes écoles-là, donc il y a certaines grandes écoles, typiquement comme les écoles militaires ou bien les écoles de la fonction publique, où là, carrément, les élèves, ils sont même payés pendant leur scolarité. Donc là, il n'y a pas de problème de financement. C'est vrai que de courir les grandes écoles en France, on a souvent tendance à remarquer que les étudiants qui intègrent ces écoles-là sont quand même issus de ce que je peux dire, un milieu social assez favorisé. Et là, personnellement, moi, je pense que le principal problème, en fait, c'est que les gens qui sont issus d'un milieu social pas aussi élevé que certaines personnes, donc elles ont peut-être tendance à s'autocensurer au moment de passer les grandes écoles, les concours des grandes écoles. Et donc, franchement, moi, personnellement, je rencontre souvent des étudiants qui sont très brillants, des fois des étudiants qui viennent du Sénégal que je connais, qui viennent en France, qui sont très brillants, mais peut-être qu'elles n'ont pas connaissance de ces grandes écoles-là, ou bien n'osent pas forcément passer ces concours-là. Alors que c'est vraiment des concours qui sont basés que sur les connaissances des individus. Et donc, à mon avis, donc, dès lors qu'on a la motivation, qu'on est prêt à se préparer pour ces concours-là, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y accéder, quoi. Donc voilà, donc pour moi, en conclusion, pour moi, ces grandes écoles, elles sont vraiment ouvertes à tout le monde, voilà, dès lors qu'on est motivé, quoi. Allez les gars, les grandes écoles sont donc vraiment ouvertes à tous. Donc n'hésitez pas, osez vraiment euh, faire ces concours et puis Inch'Allah, ça va marcher. Merci beaucoup Traoré. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. Alors, vous êtes statisticien au ministère de l'économie et des finances, donc vous êtes dans la fonction publique. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la fonction publique, c'est-à-dire d'abord, à quoi correspond la fonction publique? Oui, bah là, voilà, comme tu l'as dit, donc effectivement, je travaille actuellement dans la fonction publique. Et bah, après, comment définir la fonction publique? Donc, c'est pas forcément évident. Donc, ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que la fonction publique, c'est quand même le premier employeur de France, quand même. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde le nombre de personnes qui travaillent dans la fonction publique, il y a à peu près, donc j'ai regardé les derniers chiffres de l'INSEE, il y avait à peu près 5,6 millions de personnes qui travaillent dans la fonction publique. Et ça fait à peu près 20% du nombre total d'emplois en France. Donc, ce qui veut dire qu'en France, une personne sur cinq travaille dans la fonction publique. Et après la fonction publique, donc il faut savoir qu'il y a trois fonctions publiques distinctes. Donc il y a la fonction publique d'État, il y a la fonction publique territoriale, il y a la fonction publique hospitalière. Donc la première, donc la fonction publique d'État, donc c'est la plus importante, qui représente à peu près 45% du total des agents de la fonction publique, dont à peu près 2,5 millions de personnes en France. Et donc ça concerne tout ce qui est lié au ministère, donc tous les ministères, ministère de l'économie, ministère de la justice, l'éducation nationale, tout ça. Ensuite, on a la fonction publique territoriale qui, elle, représente à peu près 35% des agents de la fonction publique. Et donc, elle regroupe principalement donc, tous les gens qui sont employés dans les collectivités territoriales. Donc là, je parle plutôt de ce qui est commune, département, région. Et enfin, donc, on a la fonction publique hospitalière, donc un peu moins nombreuse. Donc là, il y a à peu près 20% de l'effectif total, donc à peu près 1,2 million de personnes. Donc là, j'invente rien, ce sont les chiffres de l'INSEE.
et ça correspond principalement au personnel soignant dans les hôpitaux. Voilà. Donc après, donc là, je parle de la fonction publique, donc le nombre de personnes qui travaillent dans la fonction publique. Il faut faire attention parce que dès qu'on parle des fonctionnaires, dès que je dis qu'il y a 5,6 millions de personnes dans la fonction publique, ce ne sont pas 5,6 millions de fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires, ils représentent à peu près 70% du total des agents de la fonction publique. Donc, c'est comme la plus grosse partie. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle des contractuels, des gens qui ont des contrats avec la fonction publique sans être fonctionnaires. Il y a aussi les militaires et aussi d'autres types d'agents qui travaillent dans la fonction publique. Voilà, donc en gros, voilà comment je peux définir un peu rapidement la fonction publique.